vous en prie. Monsieur Mariton. Merci, monsieur le rapporteur. Nous venons d'auditionner l'Union nationale des associations familiales et nous allons maintenant auditionner 3 associations composantes de l'UNAF, ce qui est intéressant. Je crois comprendre que la plupart des associations que nous allons auditionner maintenant sont plutôt favorables au projet de loi. Et je ne sais pas pourquoi ne sont pas prévues d'auditions d'associations membres de l'UNAF, et il en est, qui, elles, sont défavorables au projet de loi. Vous avez raison, monsieur Mariton. C'est un souci de ma part de vouloir un équilibre dans les expressions de l'UNAF, dans la mesure où ces associations qui sont ici, pas toutes d'ailleurs, je crois, l'une d'entre elles, je n'ai pas trouvé de traces de vos prises de parole, ont émis publiquement un avis différent de celui porté par l'association, enfin en tout cas l'UNAF. Et ça me paraissait important de les entendre également. Je vous signale, monsieur Mariton, et peut-être pouvez-vous m'accompagner éventuellement dans ces rendez-vous, je n'y vois aucune objection, qu'en plus des auditions, le rapporteur que je suis voit en rendez-vous énormément d'associations. Je n'ai aujourd'hui refusé personne, j'essaye autant que peu voir, et j'ai vu d'autres associations qui sont sur d'autres prises de position. Monsieur Breton, je vous en prie. Oui, merci. Et on va vite passer à l'audition tout de même. J'entends bien, mais enfin, je sais que vous essayez de passer en force sur tous les sujets. Nous ne passons en force donc, sur rien. Nous souhaitons quand même indiquer que nous avons entendu la position de l'UNAF, qui est une position d'équilibre. Il y a eu un vote, comment il se passe. Et après ça, qu'il y ait à l'intérieur de l'UNAF des pour et des contre, c'est tout à fait normal. Mais qu'on n'entende que les contre, ça pose un problème. Parce que ceux qui sont pour ont peut-être un message différent, qui va peut-être plus loin sur certains points, moins sur d'autres. Donc, ceux qui sont pour, demandons officiellement, non mais ou contre, peu importe la position, ce que nous vous demandons, c'est que toutes les associations soient entendues. Alors, vous nous dites des auditions privées, ça vous montre bien aussi que vous ne souhaitez pas un débat public et citoyen, que vous le faites dans votre bureau. Nous vous demandons, pour l'équilibre, que ces associations qui sont contre le projet et qui étaient pour la position de l'UNAF soient entendues et qu'elles aient peut-être d'autres choses à dire, ou alors c'est que vraiment il y a un côté partial dans les auditions telles qu'on peut les entendre. Je vous laisse ces propos, monsieur Breton. Je ne vois pas de côté partial. Il n'est pas possible matériellement, compte tenu du nombre d'associations que constitue l'UNAF, qui sont extrêmement nombreuses, je n'ai pas le chiffre en tête, mais elles sont très très nombreuses, de toutes les auditionner en public. Je n'imagine pas que ce soit possible. On peut y passer plusieurs mois. Je pense qu'on entendrait très souvent les mêmes arguments, et je ne pense pas que le débat parlementaire avancerait pour autant. Néanmoins, il me paraissait important, je crois, pour le bon éclairage de tous les députés, de la majorité ou de l'opposition, de pouvoir avoir aussi les avis divergents au sein de l'UNAF. Madame Greff, rapidement, s'il vous plaît. Très rapidement, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, merci. Mais c'est vrai que pour renforcer les propos de mes 2 collègues, et je vous annonce quand même qu'à ce moment précis, nous sommes majoritaires, nous qui sommes ici présents à droite, puisque nous sommes très intéressés par ce sujet. Ce matin, nous avons entendu 6 personnes, et j'étais présente toute la matinée, 6 personnes qui étaient pour le projet et aucune approche juridique contre le projet ce matin. Alors, une fois de plus, ça a peut-être été dans votre bureau, mais il se passe beaucoup de choses dans votre bureau. Mais nous, on aimerait bien que ça se passe si vous dehors. saviez. Parce que les Français aujourd'hui demandent un débat public, et le débat public, il est aujourd'hui autorisé par cette retransmission, et j'aimerais bien que la société française entende les pour et les contre. C'est ça la démocratie. Madame Greff, je pense que les contre arrivent à se faire entendre par la société française au-delà de l'hémicycle et de notre cénacle. Je crois qu'on les entend. Si, le débat a lieu, je crois, dans la société, et il foisonne. Je vous rappelle néanmoins pour les juristes que la semaine dernière, nous avons reçu le Conseil national des barreaux qui a eu une position notoirement différente que celle que nous avons entendue ce matin par les juristes. Voilà, donc je voulais simplement vous le dire. Donc, mon souci est quand même d'équilibrer les points de vue. Ils le sont. En revanche, il n'y a pas ici de rapport de force à porter entre les pour et les contre. Ce rapport de force politique, il aura lieu dans l'hémicycle, en commission. C'est pas lieu, je pense, pendant les auditions du rapporteur. Nous allons nous entendre maintenant, si vous le voulez bien, mes chers collègues. Vigilant quand même pour faire cet équilibre de retransmission. Alors, je vais vous dire, la semaine prochaine, nous auditionnerons, vous n'êtes pas sans savoir, les autorités religieuses. Il m'a été très difficile de trouver des autorités religieuses favorables, et donc l'équilibre ne sera pas respecté. Est-ce que vous soulèverez ce problème, Monsieur Mariton, la semaine prochaine? Oui, certainement. Nous soulèverons ce problème, qui est un problème qui devrait vous animer. S'il y avait des religions qui étaient contre, nous le soulèverions. Très bien, bien sûr, monsieur. Et c'est aussi un sujet de mariage civil.
Très bien. Nous allons commencer, mes chers collègues. Vraiment, il faut que nous commencions pour laisser parler, évidemment, les personnes que nous auditionnons aujourd'hui. Merci d'être venus et d'avoir répondu à notre invitation, mesdames et messieurs. Je vais vous présenter rapidement. Ensuite, nous vous donnerons la parole 10 minutes. Je vous remercie par association. Vous êtes trois associations. Je vous remercie de bien vouloir respecter scrupuleusement ce temps de parole pour permettre à mes collègues de vous poser ensuite des questions s'ils le jugent utile, bien évidemment. Donc, pour le Conseil national des associations familiales laïques, la CNAFAL, monsieur Jean-Marie Bonnemère, président, merci monsieur, et madame Marie-Odile Printanier, vice-présidente. Pour l'Union des familles laïques, l'UFAL, monsieur Michel Canet, président. Bonjour monsieur, et nous attendons donc je suppose monsieur Charles Arambourou, administrateur. Et pour la Confédération syndicale des familles, CSF, merci mesdames, Aminata Koné, vous êtes secrétaire générale, madame Evelyne Bernard, vous êtes responsable politique du secteur famille, et madame Patricia Augustin, vous êtes secrétaire générale adjointe chargée du secteur famille. Nous allons commencer par vous, monsieur Bonnemère, pour 10 minutes, si c'est vous évidemment qui prenez la parole pour votre association. Nous vous écoutons. Merci, nous le ferons de toute façon à double voix. Oui, c'est bon. Voilà. Effectivement, nous tous des associations familiales à recrutement général, membres en part entière de l'Union nationale des associations familiales, mais je veux récuser tout de suite le fait que nous puissions être sur, je dirais, le même registre. Vous le verrez de toute façon au cours des auditions, nous avons des nuances et certaines importantes. Quant aux conséquences du mariage pour tous, je pense sur les positions de l'adoption, sur les positions concernant la présomption de paternité ou sur les positions concernant la PMA et la GPA. Donc c'est peut-être un peu abusivement qu'il a été dit que nous étions tous en faveur du mariage pour tous. Il y a bien sûr toutes les conséquences de ce projet de loi. Alors, je voudrais dire que pour ce qui concerne le CNAFAL, qui est une association qui existe depuis 1967 et qui est membre de l'UNAF depuis 1978, notre constitution s'est faite précisément en dehors du dogme de l'UNAF qui veut que la famille soit la cellule de base ou la brique de base de la société. Dans nos statuts, nous reconnaissons toutes les formes familiales et je dirais que c'est la loi du 11 juillet 1975 qui nous a incité à demander l'agrément de l'UNAF parce que pour la première fois, elle reconnaissait les familles monoparentales qui antérieurement n'étaient pas reconnues par l'UNAF. Et lorsque je vois les débats de ces 15 ou 20 dernières années, je me rends compte que 40 ans ou 50 ans plus tard, c'est peu ou prou à peu près les mêmes arguments qui sont échangés à propos de la reconnaissance des familles homoparentales. Ce qui pose quand même un problème de fond, puisque l'UNAF est chargée de représenter et a la mission pour cela de représenter la totalité des familles. Et nous avons quand même quelques interrogations sur la manière dont est remplie cette mission. Et c'est une des raisons pour lesquelles, en même temps que nous sommes favorables au mariage pour tous, nous souhaitons bien évidemment qu'il y ait une réforme de l'UNAF et en particulier des statuts des associations familiales, de telle sorte que la reconnaissance de ces nouvelles familles soit incluse dans un projet de loi de telle sorte qu'on puisse véritablement remplir notre mission avec toutes les nuances qu'il peut y avoir, bien évidemment, dans la représentation familiale. Ceci dit, dans mon préambule, nous avons connu à peu près les mêmes débats de ce fait lorsque le PACS a été discuté à l'Assemblée nationale. Nous faisions partie, nous étions la seule organisation à l'époque, non seulement à être en faveur du PACS, mais aussi déjà à réclamer le mariage pour tous et à réclamer la reconnaissance de l'association des parents gays et lesbiens qui avait demandé à entrer à l'UNAF à cette époque-là et qui avait été retoquée.
Donc, bien sûr, nous sommes en faveur de ce mariage sur un principe d'égalité. Et c'est la raison pour laquelle le titre générique de ce projet de loi ne nous gêne pas. Il faut en finir avec cette espèce de défiance ou de discrimination ou de déni de légitimité qu'il y a à ce type de relation amoureuse. Ce qui va à l'encontre, bien évidemment, de la pensée dominante et de la pensée unique en matière de mariage. Lorsque nous nous battons, bien évidemment, et notre organisation étant laïque, nous ne sommes pas forcément des fanatiques du mariage. Énormément de couples chez nous vivent en union libre, mais c'est un problème de principe d'égalité. Les couples homoparentaux ont droit à avoir des droits. Après, libre à eux à les utiliser. Mais c'est l'ouverture des droits qui est important, et donc le droit au mariage ouvre le principe d'égalité. Ensuite, et c'est vrai qu'un certain nombre d'organisations, y compris au sein de l'UNAF, y compris d'ailleurs l'UNAF elle-même, auraient préféré qu'il y ait un simple contrat, type union civile ou PACS amélioré. Mais pour nous, ce n'était pas satisfaisant. Pourquoi ? Parce que ça voulait dire qu'on mettait les couples homoparentaux dans une petite case à part, et d'une certaine manière, c'était les pointer du doigt encore. Or, précisément, c'est bien de cela dont ils souffrent, c'est le regard porté par la société sur ces familles-là qui est en question. Et lorsqu'au début de mon préambule, je faisais allusion à la problématique des familles monoparentales, c'était exactement la même problématique dans les années 60. Je vous rappelle tout ce qui se trimballait en termes de préjugés à propos des familles monoparentales. D'ailleurs, à l'époque, on les appelait les filles-mères, ce qui était tout dire, d'un point de vue péjoratif. Et c'est pour ça que j'ai l'impression que 40 ans après, il y a une transposition, pas de la totalité des arguments, certes, mais une transposition de certains préjugés à l'égard de ces familles-là. Donc, d'une certaine manière, le mariage pour tous et ce projet de loi ouvre un principe d'universalité. Notre société a évolué. La famille n'est plus celle qu'elle était il y a 40 ans, d'une certaine manière, mais je conçois que certains aient du mal à en faire leur deuil. On assiste à la fin de la famille patriarcale. Et si nous avons aujourd'hui ce débat dans notre société, je crois qu'on le doit beaucoup, d'une certaine manière, à toute la législation qui est passée en matière d'égalité hommes-femmes, bien évidemment, à la maîtrise de la contraception et, bien évidemment, à l'information sur la sexualité. Et c'est peut-être la dernière étape qui nous reste à franchir pour raisonner sur un principe d'égalité. Bien évidemment, nous sommes en faveur de l'adoption, y compris par les couples homosexuels, qu'ils soient hommes ou femmes, et nous sommes également en faveur de la procréation médicalement assistée, parce que si on s'arrête uniquement au principe de l'adoption, une fois de plus, on va être dans la tartufferie, puisqu'on sait pertinemment que, entre parenthèses, le marché de l'adoption, que ce soit en France ou sur le plan international, j'ai dit le marché entre guillemets, c'est considérablement rétréci, et que, bien évidemment, la plupart des couples homoparentaux ne pourront y accéder. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes en faveur de la procréation médicalement assistée. On l'autorise pour les couples stériles. Il n'y a aucune raison, à partir de là, de fermer la porte de ce côté-là. Le désir d'enfant est de plus en plus reconnu, d'ailleurs, aux pères. Et je ne vois pas pourquoi, là aussi, on le dénierait aux homosexuels hommes à partir du moment où ce désir est légitime. Ce qui ne veut pas dire forcément que l'on tombe dans le droit à l'enfant à tout prix. Et on voit bien que dans notre société, d'ailleurs, les rôles masculins ou féminins
ont évolué depuis une vingtaine d'années et que ces rôles-là, ce sont la plupart du temps des rôles qui nous ont été assignés par notre éducation ou par la société. Et on voit bien d'ailleurs le mal que l'on a à faire disparaître le machisme qui demeure dans notre société. Voilà, peut-être ma collègue souhaite prendre... Madame Printanier, préciser un certain nombre d'éléments. Si je peux, excusez-moi, oui, bonjour à tous. Oui, j'ajouterais simplement que nous nous sentons tout à fait légitimes pour représenter les familles, les familles d'aujourd'hui qu'on rencontre dans le quotidien, parce que nous sommes à la fois témoins, mais acteurs, puisque effectivement, Monsieur Bonnemer, vous le disiez, nous avons été de tous les combats depuis une vingtaine d'années, que ce soit au niveau des lois bioéthiques, et c'est bien là que nous avons perçu avec les premières lois sur la bioéthique que ça allait bouleverser un certain nombre de choses, puisque on allait effectivement avoir différents types de filiation. Entre la filiation biologique et la filiation sociale, ça allait être différent. Et on s'est bien rendu compte que cette transformation allait impacter au niveau des familles et qu'on n'allait pas pouvoir en rester là. On se rend compte également que sur un certain nombre de choses. Alors aujourd'hui, moi, je me réjouis d'entendre les détracteurs du PACS il y a 10 ans dire que c'est désormais une magnifique avancée. Moi, je me souviens avoir défendu ce PACS au niveau de l'UNAF en 1997, le président ayant été obligé de faire interrompre la salle tellement j'étais sifflée. Donc aujourd'hui, je me dis que les choses et les gens ont évolué et c'est tant mieux, je les en félicite et je ne doute pas que d'ici une dizaine d'années, ce sera la même chose pour le mariage homoparental. Merci, Madame Printanier. Donc pour le CNAFAL, Monsieur Canet, je vous en prie, à vous la parole. Tout d'abord, Monsieur le Président, je voudrais apporter un petit détail dans le petit débat que vous avez eu tout à l'heure avec vos collègues, parce que l'UNAF est venu présenter une position très majoritaire, dont il reprenait largement les opinions des autres associations qui, d'après ce que je vois, n'ont pas été convoquées. Donc, en effet, nous, nos petites associations qui avons voté contre par 5 voix contre 28 dans le vote principal, donc nous ne considérons pas que enfin, en ce qui me concerne, je considère que nous n'étions pas vraiment représentés par l'UNAF quand l'UNAF est venu vous voir. Parce que c'est vraiment la position très majoritaire des autres associations qui a été votée, donc démocratiquement, et avec une majorité très grande. Voilà, c'était un petit point de détail. Ceci étant, l'Union des familles laïques donc, reconnaît que le gouvernement engage là une réforme à valeur symbolique et sociétale qui intéresse particulièrement les citoyens et leurs familles. Donc nous sommes très intéressés à travailler sur ce sujet parce qu'il comprend bien les problèmes des personnes, des familles que nous rencontrons au quotidien. Donc l'UFAL apporte son soutien à ce projet de loi dans la mesure où il constitue une étape vers plus d'égalité entre les différentes formes de famille. Dans cet esprit de plus d'égalité, nous aurions souhaité cependant, nous souhaitons que ce projet soit plus ambitieux pour parvenir à l'impératif républicain d'une égalité des droits entre toutes les formes d'union et pour tous les enfants. En particulier, que soit développée une progression du PACS vers des droits comparables à ceux du mariage et lui donner plus de solennité en tant que contrat initié par la République. Nous demandons donc que soient précisés dans le projet de loi des éléments précis concernant le renforcement du PACS. Le renforcement conjoint du PACS avec la possibilité d'adoption plénière par les deux partenaires, la possibilité d'adoption simple de l'enfant de l'autre partenaire, les droits successoraux et les droits afférents au logement, les pensions de réversion, le tout par la modification de l'article 515.5 du Code civil. Nous souhaitons également la création d'une cérémonie de conclusion du PACS en mairie devant le maire ou un membre du conseil municipal par modification de l'article 515.3 du Code civil. La création d'un statut du beau-parent
permettant aux partenaires ou conjoints de tous les couples de bénéficier d'un partage de l'autorité parentale par modification de l'article 377.1 du Code civil. En outre, nous sommes favorables à l'ouverture de l'assistance médicale à la procréation pour les couples de 2 femmes par modification de l'article L. 2141.2 du Code de la santé publique avec filiation automatique. Enfin, en tant qu'association familiale, nous demandons que le Code de l'action sociale et des familles soit modifié afin que les couples pacsés soient immédiatement reconnus comme famille et que les concubins soient associés au père ou mère isolés avec enfants. Ces dispositions nécessitent la modification du livre 2, différentes formes d'aide et d'action sociale, titre 1er, famille, chapitre 1er, association familiale, article L 211.1 à L 211.14. Nous attirons l'attention sur le fait que dès lors que les couples homosexuels seront reconnus par la loi, il est impératif qu'ils soient immédiatement intégrés au Code de l'action sociale et des familles. Concernant ces couples homosexuels dont la demande est à l'origine de cette loi, l'UFAL considère qu'ils n'ont pas à être l'objet d'un traitement spécifique discriminatoire comme le réclame l'UNAF, mais qu'ils doivent être considérés comme des couples de citoyens comme les autres, qui ont simplement choisi leur mode de vie en toute liberté. De la même façon, ils ont droit, en tant que citoyens responsables, à avoir la charge d'enfants. Donc mon texte s'arrête là, mon collègue aurait pu continuer, il n'est pas là, ce n'est pas grave, je préfère laisser la place au débat. Merci, Monsieur Canet. Madame Connet, je vous en prie, à vous pour votre association pour 10 minutes. Merci. Merci, le Président, et merci à tous ici de nous avoir donné cet espace d'expression. Parce qu'effectivement, ce n'est pas facile lorsqu'on est dans un collectif d'être dans une position minoritaire, surtout sur un sujet aussi essentiel pour la société. Donc voilà. Pour nous, en tout cas pour notre part, l'UNAF est bien représentatif de l'ensemble des mouvements. Nous en faisons partie. C'est vrai que sur ce sujet, nous sommes très minoritaires et donc de fait de pouvoir exprimer pourquoi on est sur cette position nous paraît important. Ce que je voulais préciser, c'est que à la CSF, nous sommes positionnés pour l'égalité des droits, l'égalité de traitement. Et ça, c'est le point de départ de tout ce que nous demandons par rapport à l'amélioration de la vie quotidienne des familles. Et on est pour l'accès aux droits fondamentaux pour tous et le respect de chacun dans sa singularité. Et donc le mariage pour les familles homosexuelles s'inscrit bien évidemment dans cette défense-là. Et pour nous, il ne peut pas y avoir deux types de mariage. Il y a bien un mariage républicain avec la solennité dans laquelle les choses se font, qui montre bien la reconnaissance réelle de la société envers ces familles qui sont minoritaires aussi dans la société, mais qui demandent à être reconnues et à ne plus être montrées du doigt. Il paraît important aussi de dépassionner ce débat parce que ce sont des situations vécues et que la société, l'évolution de la vie des familles a toujours précédé le droit. Il est important à des moments de s'arrêter et de voir comment on fait évoluer la loi pour que chacun puisse être pris en compte et protégé. Parce que l'idée de protection me paraît très importante. Ces familles et leurs enfants doivent avoir la même protection que l'ensemble des familles. Et donc, naturellement, la CSF soutient cette loi. Il faut que on espère vraiment que la loi sera votée et respectée et appliquée. Parce que la question de l'application de la loi est très importante. Il y a eu quelques voix un peu dissonantes. Et donc, on attire l'attention qu'il ne peut pas y avoir
un texte de la République voté et que l'application du texte soit laissée à la discrétion des uns et des autres. Je pense que chacun doit se sentir, en particulier les maires sont les premiers magistrats de leur ville, ils doivent être garants de l'application des textes. Et donc, à cet égard, on sera très attentif à ce que les lois soient respectées, comme toutes les autres lois qui ont pu être votées dans ce pays. Donc, c'était juste pour camper le décor. Je laisse la parole au responsable du secteur famille de la CSF, donc qui va vous expliquer le détail de nos positions. Et on a avec nous Patricia Augustin, qui est la secrétaire générale de la Fédération des familles monoparentales, donc qui connaît bien ce combat-là pour les familles monoparentales et qui, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on sait que les familles monoparentales souffrent des différences des traitements et que leur droit n'est pas toujours stabilisé et respecté. Donc, voilà. Madame Bernard, c'est vous qui prenez la parole. Je vous en prie. Oui, ce qu'on voulait faire apparaître dans cette audition, c'est le pourquoi de nos positions. Donc, depuis le départ, juste après la guerre, la CSF a toujours souhaité défendre les familles, mais toutes les familles, et non pas une espèce de famille idéale. Bon. Donc, en particulier, se sont regroupées chez nous, dès une époque juste après la guerre, des femmes veuves, divorcées, célibataires, et qui ont milité pour la reconnaissance sociale de familles à part entière. Donc, c'est un peu la nature de ce combat, ça a été dit déjà un petit peu tout à l'heure, qui fait que à cette époque, la CSF était pionnière en matière de droits des femmes. On appelait la Fédération des femmes chefs de famille. Hein. C'était à l'époque où seul l'homme était chef de famille. Donc on a beaucoup bagarré pour ces femmes célibataires qui subissaient l'opprobre de la société, hein, et on les cataloguait souvent dans la catégorie mauvaise mère, et du coup, effectivement, avec toute la délinquance qui pouvait surgir après ça. Donc on s'est beaucoup investi là-dedans, et donc il y a eu toute une évolution du droit, et dans notre confédération, on revendique une évolution du droit, comme à l'époque pour les femmes chefs de famille, l'obtention d'un droit propre, d'un livret de famille, et à tous les moments importants, comme quand il y a eu la réforme de l'autorité parentale, par exemple, avec égalité des deux parents, le divorce par consentement mutuel qui a apporté des apaisements dans les tensions dans les familles, et un truc très important qui a eu lieu, la suppression des différences de filiation légitimes et légitimes. Et évidemment, le droit à l'avortement, dont je ne saurais rappeler l'importance. Donc, en fait, ce débat-là, nous l'avons repris à propos de l'homoparentalité dès 2002, en travaillant avec un pôle recherche, avec des spécialistes de différents bords, puisque, a priori, effectivement, cette revendication d'avoir d'un père et une mère, est-ce que ça s'appuyait sur des choses très importantes? Donc, on voulait un peu creuser tous ces problèmes-là. En 2006, nous avons travaillé sur les nouveaux rôles familiaux, puisque maintenant la famille est de plus en plus diverse, y compris avec l'AMP. En 2010, il y a eu toutes les réflexions sur les lois bioéthiques qui se renouvelaient, donc en particulier sur l'aide médicale à la procréation. Et en 2012, nous avons adopté donc nous avons fait une réflexion sur le projet de loi du gouvernement. Donc en fait, ce qu'on tient à rappeler, c'est qu'on reconnaît le fait familial. Donc pour nous, le mariage n'est pas indispensable pour fonder une famille. La famille est multiforme. Mais on doit reconnaître que les familles homoparentales qui existent déjà font partie des structures familiales actuelles. Ça, c'est une prise de position importante. Pour le mariage, étant donné on sait que le mariage n'est pas une simple formalité administrative, hein. C'est avant tout un acte juridique qui suppose le respect de conditions fixées par la loi. Donc il y a d'abord une importance sur le consentement librement consenti par chacun des époux et la volonté sincère de se comporter comme mari et femme. Donc ça, c'est un point important pour nous. Les époux dirigent ensemble la famille et exercent en commun l'autorité parentale. Et puis sur l'article 371 du
Code civil. Et l'article 144 centre les droits du couple sur les questions patrimoniales. C'est aussi un autre aspect. Donc, actuellement, les familles, elles peuvent s'organiser de diverses manières, union libre, pax, concubinage. Toutes ces formes sont acceptables, évidemment. Et la physionomie du mariage, on sait bien qu'elle a changé aussi récemment, puisque de nombreux enfants naissent hors mariage et certaines familles se marient ou ne se marient pas après. Donc en fait, déjà de fait, il y a de nombreux enfants qui naissent hors mariage. On s'est rappelé aussi dans nos réflexions que lors du débat sur le Pacs, une pétition des élus locaux avait fait régresser, disons, le Pacs ne pouvait pas se célébrer en mairie, mais au tribunal, ce qui ne donne pas le mode de conjugalité institutionnalisé et solennel qui a le mariage en mairie et que réclament donc les familles homoparentales. Bon, au passage, on s'est informé aussi du fait que ce mariage pour tous, ou sous des formes un peu diverses, existait déjà dans 8 pays européens et qu'à notre connaissance, il n'y avait pas eu une dépravation soudaine des familles. Donc, on reste très attaché, comme l'a dit tout à l'heure Aminata, aux droits pour tous, à l'égalité des droits pour tous, et donc on est favorable au mariage pour tous, quelle que soit l'orientation sexuelle. Donc on s'appuie, nous, sur la reconnaissance des droits fondamentaux, droit au respect de la vie privée, droit à la liberté du choix de son conjoint, quel que soit le genre. Donc la CSF considère que le mariage est une affaire entre adultes, dès lors que les conditions de sa validité ne sont pas viciées, c'est-à-dire le consentement réciproque et le respect de certaines conditions d'âge, etc. Est-ce que vous pouvez conclure, si vous voulez donner la parole à votre collègue, parce que nous devons rester dans un temps restreint? Oui, donc... Je vous en prie, madame. Est-ce que votre collègue va prendre la parole? Non, on peut, non, je peux voilà. continuer. Allez-y, concluez, s'il vous plaît. Donc, pour la filiation, nous sommes très attachés au respect de l'intérêt de l'enfant. Donc, la reconnaissance des droits pour les couples de même sexe doit s'inscrire dans cet objectif et permettre l'épanouissement de l'enfant. Donc, on a remarqué effectivement que la filiation était établie pour la mère, évidemment, par la naissance, mais pour le père, pour une bonne part du temps, par la reconnaissance. Donc, en fait, nous disons que les couples de même sexe devraient donc pouvoir faire établir la filiation de leur enfant par sa reconnaissance à l'état civil. Pour l'adoption, nous sommes favorables à l'adoption par des parents de même sexe afin d'instaurer protection, droits et devoirs des enfants et permettre aussi de régler certaines situations existantes. Parce que, de fait, l'adoption ne se pose pas vraiment dans le terme d'adoption internationale, etc., mais surtout adoption des enfants qui sont déjà là dans les familles, qui existent déjà et qui souhaiteraient être adoptés par l'autre du couple. Donc, alors... Je ne vais pas développer puisque le temps m'est compté. On va passer peut-être aux questions, oui, si vous le voulez bien, madame. Je voulais seulement dire quand même que... Je vous en prie. Oui, que nous avons dans notre confédération des remarques qui seraient importantes de voir pour une révision des conditions d'adoption actuelles. Parce que l'adoption simple nous semble convenir, l'adoption plénière évidemment pas, puisqu'on effacerait l'origine de l'enfant. Mais l'adoption simple ne permet pas l'engagement aussi important. Donc ça pose un peu un problème. Donc ce serait une chose, oui voilà, à cause de la réversibilité de l'adoption simple, ça nous paraît être un engagement moins important pour l'objectif de protection de l'enfant. Donc, mais ce n'est peut-être pas aujourd'hui le sujet. Et pour l'accès aux droits familiaux, évidemment, nous souhaitons que ces enfants-là aient les mêmes droits aux prestations diverses et variées que nous accorde le Code de la famille. Pour l'accès à l'aide médicale, à la procréation, nous considérons qu'il s'agit des lois bioéthiques en quelque sorte, puisque jusqu'à présent, l'AMP est réservée en cas dans les problèmes d'infertilité médicale ou risque de transmission de maladies. Donc, on est dans un autre cadre. Donc, on a pensé ne pas défendre cette option-là dans le cadre du mariage pour tous. Très bien. Merci, madame. Avant de passer la parole à Hervé Mariton, qui a une question, je voudrais juste en poser une seule. Lors de la table ronde précédente avec l'UNAF, une très grande partie de
discussion a tourné autour de la suppression par le projet de suppression par le législateur des termes père et mère dans le Code civil en termes parents la plupart du temps. Il y a vraiment, je veux le dire pour mes collègues, je ne peux pas apporter de jugement là-dessus en particulier, même si j'ai un avis, mais il y a vraiment une focalisation sur cette question. D'ailleurs, pas uniquement par l'UNAF. Je voudrais avoir votre avis les uns les autres sur cette question. Hervé Mariton, vous répondrez après collectivement, bien sûr. Ah, merci, Monsieur Mariton. Pardon, la question du rapporteur est excellente, je le dis encore plus fort. Sur les interventions, en vous remerciant, pour le premier intervenant, M. Bonnemer, vous nous dites que le refus du mariage serait une défiance à l'égard de la relation amoureuse. En même temps, nous avons entendu l'autre jour Mme Théry qui démontrait qui rappelait tout au moins de ce que beaucoup diront, que le mariage n'est pas nécessairement la reconnaissance de l'amour et que par ailleurs l'amour n'est pas nécessairement dans le mariage. Donc j'ai du mal à comprendre, à dire vrai, dans une société où le mariage n'est plus ce qu'il était, dût-on le regretter, que vous marquiez à ce point ce propos. Dans une société pour laquelle le mariage n'est qu'une forme parmi d'autres de l'amour et pas nécessairement, pourquoi est-ce que le refus du mariage serait une défiance, je reprends votre expression, une défiance à l'égard de la relation amoureuse? Deuxième point, dans ce que vous appelez le droit au mariage, quelles sont les limites et l'évolution des limites nécessaires? On disputait avec Claude Grève de savoir de quand dater cette évolution, mais les règles au fil du temps se sont plutôt sévérisées s'agissant des mariages entre cousins. Si l'on affirme le droit au mariage, tel que vous l'exprimez, comment est-ce qu'on légitime la situation actuelle du droit sur le refus, sur les restrictions du mariage entre familiers et l'évolution du droit du mariage entre cousins? Vous dites, Monsieur le Président, que la loi est une tartufferie. Le projet de loi est une tartufferie. Je crois que ce point est important. Et au fond, puisque vous utilisez ce mot rude de tartufferie, je comprends que vous appelez une évolution du projet dans le sens que vous justifiez, mais est-ce qu'il vaut mieux alors le projet tel qu'il existe, en imaginant qu'il ne soit pas modifié par le débat parlementaire, ou pas de projet du tout? Est-ce qu'il vaut mieux ne pas changer l'état de la loi plutôt que de s'arrêter, imaginons que le Parlement n'aille pas au-delà de ce que le gouvernement propose, de s'arrêter à ce que vous appelez une tartufferie? À M. Canet, vous dites inégalité. Je n'ai toujours pas compris pourquoi certains des partisans du projet récusent la notion de différenciation. Enfin, des situations différentes, il me semble qu'elles sont objectivement différentes, pourraient peut-être justifier des réponses juridiques différentes. Je n'ai pas compris votre expression du droit à avoir charge d'enfant. Nous avons entendu parler l'autre jour, et c'était un propos intéressant, d'un des praticiens auditionnés sur le désir d'enfant. Je peux comprendre à peu près ce que ça veut dire, mais le droit à avoir charge d'enfant, là, c'est une expression que je ne comprends pas. Donc, je suis preneur que vous me l'expliquiez. Je l'ai posée ce matin aux juristes, mais je vous la pose aussi aux uns et aux autres. Vous n'êtes pas du tout prononcé sur ce point. Quand le président de la République, même s'il y a eu par intermédiaire des corrections de son propos d'avant-hier, parle de liberté de conscience et de possibilité pour les maires de se déporter, je souhaiterais avoir les uns les autres votre réponse sur ce point. Monsieur Xavier Breton. Merci, monsieur le rapporteur. Deux questions. La première, c'est la notion de père et mère. On a peu entendu les mots de père et de mère dans vos bouches respectives. Est-ce que pour vous, c'est des mots dépassés, des stéréotypes, ou est-ce qu'en tant que représentant des familles, en tant qu'association familiale, être père, ça veut dire quelque chose, être mère, ça veut dire quelque chose? Est-ce que ça veut dire la même chose? Est-ce que ça veut dire des choses différentes? Ce n'est pas de l'idée simplement, c'est du concret. Parce que pour celles et ceux qui vivent dans des familles où il y a un père et une mère, et aujourd'hui il y a plus de 3/4 des enfants qui vivent avec leur père et leur mère, papa, maman, ça veut dire quelque chose. Est-ce que pour vous, c'est des stéréotypes dépassés? Donc j'aurais aimé avoir de manière très concrète. Vous êtes une association familiale, on n'est pas là dans des représentants d'idéologie. Vous êtes là pour représenter les familles, pour dire, pour vous, père, mère, papa, maman, qu'est-ce que ça veut dire? On aurait aimé avoir un peu d'humain, et pas simplement
de l'idéologie. Deuxième point, j'ai bien entendu l'exposé intéressant, notamment de la CSF, parce qu'il était un peu moins idéologique. Vous dites qu'il y a à la fois un droit pour tous, et puis vous faites référence aux familles qui sont déjà là. Le jour où vous aurez des familles à 3, à 4, comment empêcherez-vous les demandes de mariage si vous ne fondez pas le mariage sur l'altérité sexuelle? Merci. Madame Graff, je vous en prie. Merci, monsieur le rapporteur. J'interviendrai d'abord pour vous, monsieur, pardonnez-moi, monsieur Bonnemer, c'est cela. Vous avez fait un lapsus qui est tout à fait révélateur au début de votre intervention. C'est pour ça que je l'ai noté. Vous avez parlé du mariage pour tous. Nous sommes bien d'accord, il ne s'agit pas du mariage pour tous. Je répète pour la 3e fois depuis ce matin, si tel était le cas, nous aurions autorisé toute personne ayant de l'amour pour quelqu'un d'autre à se marier, que ce soit dans sa propre famille ou même entre frères et sœurs, pour ne pas aller aussi loin entre cousins germains. Vous avez fait référence au principe d'égalité. Le principe d'égalité, je suis quand même obligée de vous rappeler qu'il y a une très nette différence entre l'homme et la femme. C'est le premier principe, qu'il y a aujourd'hui une différence entre les personnes, quelles qu'elles soient. Nous ne nous ressemblons pas et à ce titre-là, on ne peut guère demander un principe d'égalité. Vous avez également parlé de machisme. Je ne vois pas en quoi ça vient là, dans cette histoire. Je n'ai pas tout à fait compris, mais vous pourriez peut-être me l'expliquer. Peut-être y a-t-il une nuance que je n'ai pas perçue. En tout cas, je vous en remercie. Vous avez, alors par contre, je ne sais plus qui est intervenu, parlé du fait que vous étiez favorable pour l'AMP, ou l'APM, peu importe comment on l'appellera, pour les femmes. Et là, quand vous me disiez tout à l'heure que vous vouliez de l'égalité, alors là, je quid des hommes. Parce qu'eux, ils vont être sortis du chemin, puisque eux ne pourront pas bénéficier de l'APM, en tout cas, ou de la PMA, enfin bref, dans tous les sens que vous voulez. C'est ce que je dis, il n'y a aucun problème là-dessus. Par contre, vous, et là je rebondis sur ce que disait mon collègue, le droit pour tous les citoyens à la charge d'enfants, est-ce que c'est un droit à l'enfant ou est-ce qu'on oublie quelque peu, pour les uns et les autres dans vos interventions, du droit de l'enfant? Visiblement, dans vos interventions également, vous n'étiez pas favorable à ce qu'avait apporté comme modification, en gros un recul, pour ne pas dire une marche arrière de François Hollande, comme nous en avons l'habitude depuis quelques mois, du mot de liberté de conscience pour les élus, ce qui voudrait dire que, évidemment, le mariage consacré par le maire ne serait donc pas le même pour tous. Alors, vous m'expliquiez les uns et les autres que le mariage n'empêche pas la famille. Je crois qu'on en est tous d'accord là-dessus. On peut faire famille sans forcément de mariage. Alors, pourquoi cette obstination à créer un mariage? Un mariage pour tous, comme le disait le président tout à l'heure. Et puis, quand je vous entendais les uns et les autres, je finissais par me demander si véritablement vous aviez lu de façon aussi approfondie le projet de loi que ne l'avait lu le président de l'UNAF, parce que, en conclusion, j'ai quand même presque compris que le mariage était une affaire entre adultes. Eh bien non, ça n'est pas une affaire entre adultes, parce que dans mariage, il y a filiation. Et ça n'est pas qu'un problème d'adulte. La sexualité est un problème d'adulte. Chacun vit sa sexualité comme il l'entend. Vraiment. Et là-dessus, je n'aurai aucune opinion. Mais par contre, dans ce projet de loi qui nous est aujourd'hui proposé, ça n'est pas qu'une affaire d'adultes. Il y a évidemment des conséquences sur la filiation, sur l'enfant, plus généralement sur les fondements de notre société, que ce soit en matière de code civil, en matière juridique et pour finir, en matière sociétale. Merci Madame Grèche. Je vais vous donner la parole à chacun d'entre vous, enfin chaque association à vous de voir pour 5 minutes, si vous voulez bien tenir ce délai, s'il vous plaît, pour répondre aux différentes questions qui ont été posées. Monsieur Bonnemer ou Madame Printanier? Madame Printanier, voilà, je vous en prie, Madame. Je vais commencer parce que je pense que j'en aurai pour moins longtemps. Je voudrais revenir sur les notions de père et mère. Déjà, dans le Code civil, je suis élue d'une commune. Lorsque l'on marie un couple, on parle plus d'homme et de femme, on parle d'époux. Donc, en termes de parents, effectivement, on peut tout à fait employer les mots parents, ça ne me gêne pas. J'ai été parent d'élèves.
J'ai été aux réunions parents-professeurs. J'ai pas été mère d'élève. On me disait pas vous êtes mère d'élève. On me disait vous êtes parent d'élève. Hein, ben oui, non, mais si on parle de sémantique, si vous voulez, je crois que vous nous avez dit tout à l'heure, vous n'avez pas beaucoup lu les textes. Vous restez. Alors on reste effectivement comme. Je n'ai pas affirmé ça, madame. J'ai dit vous me donniez le sentiment. Voilà. Non. Donc je voilà. rectifie. Donc je crois que dans ce rôle de parent et de vous êtes très drôle. Donc, en termes de parents, ça ne récuse pas les notions d'affection. D'ailleurs, si on regarde là, et on va rentrer dans le quotidien, hein, en général, quand on dit à un enfant, va voir ton père, va voir ta mère, c'est jamais très très gentil. Hein, et souvent, non, en général, quand on veut dire quelque chose, on dit quand on dit papa, maman, c'est pas gentil. Maman. Merci. On dit papa, maman, hein, effectivement. Hein, donc voilà, oui, c'est pas inintéressant comme remarque. Donc voilà, si vous voulez. Hein, je crois qu'en termes je vois pas pourquoi on se focalise sur ces mots père et mère. Hein, il me semble que les termes parents sont tout aussi affectueux que ce terme de père et mère. Voilà. Comment? Non, c'est ce que vous avez évoqué. Eh ben, c'est ce qu'on dit, je crois. C'est ce que vous avez évoqué tout à l'heure. Hein, vous avez dit un peu plus d'humanité. Donc voilà, je crois Continue, Madame Patani. Voilà. Donc par rapport à ça, par rapport aux droits de l'enfant, je suis toujours un peu gênée dans ce type de discussion, quel que soit l'endroit où l'on soit, on a le sentiment que les personnes qui sont favorables à ce mariage sont toujours insensibles au bien-être de l'enfant. Moi, je ne pars pas de ce constat-là. Je pense que tous autour de la table, s'il y a quelque chose qui nous importe, c'est effectivement le bien-être de l'enfant. Hein. Et je ne ferai pas d'intention, ni à vous-même, ni à tous les gens qui défendent le mariage homoparental, y compris l'adoption, pour penser que l'intérêt de l'enfant vient en seconde position. Donc ça, à chaque fois que j'entends cette réflexion, ça me gêne un tout petit peu. Et je crois que le désir d'enfant, qui est légitime, on le retrouve chez les hétéros, et je ne vois pas pourquoi on le nierait au niveau des homosexuels. Donc je crois que c'est exactement la même chose, et on ne voit pas pourquoi on ferait des distinguos entre les deux. Hein. Quant à l'engagement, on a parlé effectivement des trois possibilités, et nous ne sommes pas favorables en ce qui concerne le CNAFAL, justement à des améliorations concernant le PACS. On considère que les trois types d'union, l'union, le PACS et le mariage, c'est effectivement trois formes, trois degrés d'engagement concernant les jeunes. Ils ont besoin de se rassurer, et je crois qu'effectivement, ça répond chez eux à des degrés divers d'engagement. Et je crois qu'il n'y a pas beaucoup de mariages à l'heure actuelle, même si on dit que c'est un contrat qui ne soit pas fondé sur l'affection. Ça, je me refuse à l'heure actuelle de penser que le mariage n'est pas fondé sur l'affection, aussi bien chez les hétéros que chez les homos. Voilà. Après, je laisse le président répondre aux interpellations qui lui ont été faites en propre. Oui, rapidement, s'il vous plaît. Juste au moins 2 points. Lorsque j'ai dit qu'il y avait tartufferie, c'est sur le cadre juridique actuel. Et la meilleure des preuves, c'est qu'on a cessé de bricoler la loi sur le PACS parce que, précisément, il y avait des insuffisances. Et ce qu'on nous proposerait finalement en alternative au mariage, c'est de continuer à bricoler le dispositif juridique établi il y a 12 ans. Donc là, oui, je dis qu'il y a tartufferie. Comme il y a tartufferie, effectivement, sur la présomption de paternité, alors qu'on sait pertinemment qu'à peu près 10 à 15% des naissances ne sont pas issues du père qui est affiché dans l'état civil. C'est ça que j'ai voulu dire. Ensuite, sur l'enfant. En contrepartie, parce que ça rejoint la discussion sur père, mère, enfant, je crois que l'enfant, et en tout cas c'est ce que le CNAFAL défend, a un droit d'accès à ses origines. Il l'utilise ou il ne l'utilise pas, mais il a le droit de savoir, même y compris pour le CNAFAL, en cas de don de sperme ou en cas de don d'ovocytes, quelles sont effectivement ces différentes filiations. Ensuite, lorsque on tient notre discours, ce que l'on considère, c'est que la parenté et la filiation, mais il y a d'excellents anthropologues qui ont écrit des ouvrages là-dessus, c'est une construction sociale. Et il n'y a aucune raison de ne pas reconnaître les unions homoparentales à égalité avec les autres unions, parce que ce qui est ouvert
à travers le projet de loi, et nous souhaitons qu'il y ait des améliorations, bien évidemment, c'est l'ouverture d'un droit. Après, libre à chacun des couples de l'utiliser ou de ne pas l'utiliser. C'est ce qui se passe aujourd'hui, d'ailleurs, avec le mariage civil. Les couples qui vivent en union libre ne franchissent pas forcément toujours le pas d'un mariage devant le maire, et à plus forte raison, devant un représentant du clergé. Voilà, c'est tout ce que nous disons là-dessus. Merci, Monsieur Bonnemer. Monsieur Canet, peut-être, ou votre collègue Monsieur Canet. Oui, alors, donc, en ce qui concerne père et mère, donc j'ai une position proche de mes collègues. Le mot parent ne nous gêne pas parce que l'enfant, il a besoin de parents. Je vais reprendre, en même temps, je vais répondre à la charge d'enfant. Parce que charge d'enfant, ça veut dire que ces gens-là, puisque quand même il fallait en parler, sont aussi aptes que d'autres à s'occuper d'enfants. Ils sont aussi aptes que d'autres. L'enfant, il a besoin de parents fiables, 2 si possible, mais parfois il n'en a pas 2, il en a 1, mais il en faut au moins 1 qui soit fiable. Et c'est ça qui est important. L'enfant a besoin qu'un parent qui lui dit je vais t'attendre à la sortie de l'école à telle heure, il trouve son parent. Et que ce soit son père ou sa mère, c'est pas ça le problème. Il a besoin de personnes sur qui il peut compter. C'est dans cet esprit-là que je dis que les couples homosexuels que je connais très bien, et j'ai été, avant de venir en audition ici et au ministère, j'ai été rencontrer des couples homosexuels qui ont des enfants. Franchement, c'est des personnes qui ont eu un désir d'enfant. J'ai une anecdote très intéressante, un couple homosexuel homme. Le type me dit moi j'ai toujours su que j'étais homosexuel et mon drame c'était de dire je n'aurai pas d'enfant. Et son compagnon a dit ben non, moi c'était pas mon problème, j'en avais fait mon deuil. Et finalement ils ont 2 enfants alternés avec un couple homosexuel femme. Ils sont très heureux. Ils sont très heureux. Je connais les enfants, bien sûr, mais les enfants, ils seront différents des autres enfants qui ont un parent homme et femme. Ils seront différents d'un autre qui n'a que son père ou que sa mère, ou de celui qui sera adopté. On a une telle variété dans la société, et c'est ça quand on cherche, on demande plus d'unité, c'est parce qu'il y a tellement de variété qu'il ne faut pas faire des catégories. Les catégories, on en meurt. Donc là, j'ai répondu au père le président, avec votre autorisation, le président Fondard rappelait tout à l'heure que 75% des enfants vivent avec leurs 2 parents. Donc il y a une variété de situations, mais il y a une situation ordinaire dont il ne faut pas oublier qu'elle l'est. Monsieur Canet, continuez si vous n'avez pas terminé. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Pourquoi plus ordinaire ? C'est une réalité historique, mais enfin quand même on s'aperçoit depuis un certain temps qu'il y a une évolution très importante et il ne faudrait quand même pas être trop à la traîne de l'évolution. La caisse d'allocation familiale a des textes qui régissent. Monsieur Mariton, s'il vous plaît. La caisse d'allocation familiale a des textes qui régissent toutes ces situations, alors qu'ils ne sont pas reconnus officiellement dans la loi. Donc nous, on est là sur la diversité des familles et on souhaite qu'il y ait une certaine unité. Pour la liberté de conscience, je passe la parole à mon collègue. Je vous en prie. Oui, si vous le permettez, j'ai 4 points à dire. Premièrement, sur les questions des droits de l'enfant, justement, c'est notre souci. N'y aurait-il qu'un couple concerné ? Il faudrait que les lois de la République puissent permettre la protection de l'enfant, la prise en charge de sa vie à l'intérieur d'un couple. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui nous préoccupe tous, mais qui préoccupe en particulier ceux qui, comme notre association, mais j'ai entendu avec intérêt la CSF aussi, savent que les familles sont aujourd'hui multiples. Peu importe qu'il y ait seulement, entre guillemets, excusez-moi, ça fait quand même un quart des familles, 25% des familles, dans lesquelles les enfants ne vivent pas avec leur père et leur mère à la fois. Les familles sans père sont extrêmement nombreuses. Pour avoir été enseignant moi-même 15 ans, je sais très bien quel est le profil
des familles populaires, car il y a là aussi des différences importantes selon les catégories sociales. Deuxième point, le droit au mariage, Monsieur Mariton, oui, il est interdit aux cousins. Ben oui, c'est comme ça. Ça pourrait changer, remarquez bien. Mais aucun droit n'est général ni absolu. C'est ce qu'on apprend en première année de droit, justement. Donc, la liberté de se marier s'exerce dans le cadre des lois qui la réglementent. Bon. Troisième point, le père et la mère sont-ils des stéréotypes dépassés? Vous voulez de l'humain, Monsieur Breton? Ben, il y en a de l'humain. Écoutons ce que disent, je regrette qu'on n'ait pas entendu la représentante de l'Union des familles monoparentales. Voilà. Il y a des familles dans lesquelles il vaut mieux ne pas parler du père ou dans lesquelles on ne peut pas en parler. Ça, c'est la réalité d'aujourd'hui. Ce n'est pas des familles homoparentales. Bon, c'est des familles monoparentales. Il se trouve que notre droit n'en rend pas compte non plus. Donc il faut arrêter de fantasmer, comme ça a été dit par ma voisine, sur une image de la famille qui existe de moins en moins. Troisième point. Je suis désolé de le dire, mais les différences de sexe ne sont plus aujourd'hui pertinentes. Elles ne sont même plus pertinentes au point de vue génétique, puisque nous avons les mécanismes de procréation médicale assistée. Et également, un jour, la question se posera. Pour le moment, les lois de bioéthique l'interdisent. Mais la gestation pour autrui, ça existe dans un certain nombre de pays. Personnellement, je ne suis pas favorable à cela, hein, pour d'autres raisons, pour des raisons éthiques, effectivement. Mais nous savons que c'est techniquement possible. Les différences de sexe n'ont plus de valeur en ce qui concerne la reconnaissance de la sexualité. Alors, en quoi les différences de sexe devraient-elles être pertinentes lorsqu'il s'agit de fonder le mariage? Eh bien, désolé, c'est fini au XXIe siècle. Enfin, dernier point sur la liberté de conscience des mères. Je considère que c'est probablement un lapsus du président Hollande, parce que la liberté de conscience, c'est une liberté qui est strictement de conviction, c'est le droit de croire ou de ne pas croire. Ça n'a absolument, et les maires l'ont, comme tous les citoyens, bien sûr, sauf que, comme les maires sont officiers d'état civil, dans le cadre des lois de la République, ils sont astreints à la neutralité la plus absolue en matière de conviction, précisément. Par conséquent, il n'y a pas de liberté de conscience qui joue, il n'y a certainement pas de clause de conscience, bien sûr, à retenir, sinon on n'imagine pas 2 minutes, d'ailleurs aucun ne l'a demandé, un maire catholique refusant de remarier des divorcés. Ça ne se produit pas, ou je n'en ai pas été informé. Bien. Et pourtant, ce n'est pas conforme à sa conscience et c'est tout à fait son droit. Voilà. Merci. Madame Greff, mais pour 2 secondes. Oui, vraiment rapidement, Merci, monsieur le rapporteur. Rapidement, j'entends bien là, votre argument concernant le fait que ça ne concernerait qu'une seule famille ou qu'un seul enfant. En l'occurrence, vous avez parlé de 25% des familles, qu'il faudrait faire une loi. On pourrait être d'accord avec ça. En tout cas, moi, je pourrais l'être. Mais je ne comprends pas pourquoi on devrait, par une situation minoritaire, réduire à néant une majorité. La loi, nous sommes des législateurs. Nous faisons la loi pour la majorité. Et quand il y a des situations minoritaires, nous adaptons les lois. Et en l'occurrence, l'adoption, et on en a parlé jusqu'à présent, l'adoption simple pourrait être une solution pour satisfaire des situations particulières. Mais de rendre à néant le mariage, qui est une institution de la nuit des temps, à quelque chose de fondu aujourd'hui pour satisfaire une minorité, me semble pas judicieux. On n'arrivera pas à satisfaire tout le monde. Ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. La deuxième chose, dire que la différence des sexes n'est plus pertinente aujourd'hui. Enfin, je veux dire, il y a un truc qui va plus, qui tient plus. Refuser. Monsieur, vous me regardez quand même. Refuser de reconnaître que je suis une femme, ça me surprend de façon considérable. Nous ne nous marierons pas, madame, je le crains. Enfin, moi, vous ne m'avez jamais fait la demande.
Je vous avais dit 2 jusqu'à secondes. présent, vous avez l'air de me dire qu'il faut de l'amour. C'est pas ce que vous êtes en train de traduire. Madame Grève, je donne la parole à Madame Connet pour terminer, s'il Oui, vous non, mais plaît, enfin, il et faut quand même conclure. arrêter de Mais je dire pense des que vous êtes... inepties que de dire qu'aujourd'hui, la différence des sexes n'existe plus. Madame Grève, on Enfin, vous c'est a pas tous ici qu'il faut dire entendu ça. prévoir la fin du monde avec ce texte en 2012, l'anéantissement, vous l'avez dit 2 fois. Je crois que personne vous a reproché de dire des inepties. Madame Connet, à vous la parole. Je peux... Madame la Connet. différence de sexe existe, madame, et ça, nous sommes des femmes, on le sait, et on se bat toujours pour faire persister Je me bats pour la parité. Alors quand cette vous, différence, quand vous c'est bien pour ça que nous sommes dans le même combat quand on se bat pour l'égalité. Ce que je voulais dire aujourd'hui, en tout cas sur la notion de parents, je reprends ça, sur la notion de père et de mère, bien sûr, ça a un sens. On n'a pas demandé de nier cette situation-là. Bien évidemment que ça a un sens. Autant qu'on n'a pas dit qu'il fallait détruire le mariage hétéro. Reconnaître des droits à des personnes qui sont minoritaires ne veut pas dire qu'on porte atteinte aux droits de la majorité. C'est juste des règles de vie commune, collective dans la société où il faut reconnaître la place à chacun. Et ça, c'est très important. Alors, évidemment, aujourd'hui, il y a le père et la mère, mais si on regarde le sens étymologique du mot parent, c'est bien ça. Le sens premier, non madame, regardez le dictionnaire et regardez le sens étymologique du mot parent, c'est d'abord par le sang. Mais sauf que l'utilisation qui en est faite, aujourd'hui, effectivement, et les faits de la société reconnaissent le parent social. Donc, à partir de là, dès l'instant qu'on a reconnu un parent social, on peut reconnaître le droit à ces personnes, aux personnes homosexuelles. Si, par l'adoption. Madame Connet, chers collègues, on a tous eu la parole. Laissez nos intervenants s'exprimer. Les parents adoptifs, c'est quoi? Non, Madame Connet, ils ne sont pas les parents sociaux, s'il vous plaît, je vais être obligé de passer à la prochaine table ronde. Il n'y a pas de lien de sang, ce n'est pas le père, c'est pas la mère. Monsieur Breton, s'il vous plaît, vous n'avez pas la parole. Madame Connet. Comme les autres sont aussi des parents. Ils n'ont pas le lien de sang, mais ils sont parents. Ils sont parents. Ce sont des parents, point. Madame Connet, on a entendu votre prise de position, Monsieur Voilà. Breton, merci de l'avoir précisé. Ce que je veux dire, c'est Madame Connet, continuez. Aujourd'hui, on ne peut pas limiter la question de parents au lien biologique. Voilà. Les autres ont aussi le droit à la reconnaissance. Nous, on n'est pas à défendre le droit à l'enfant. Le droit à l'enfant nous amènerait sans doute à aller vers l'acceptation de l'AMP ou la GPA. Et ça, nous pensons que c'est une limite à ne pas franchir. Mais toutes les personnes aujourd'hui qui sont des parents, qui ont des enfants, il faut reconnaître à ces parents le droit d'être parents. Et le fait de marquer à l'état civil, parce que c'est ça le problème, est-ce qu'on va modifier l'état civil ou on va garder des mentions père et mère de l'état civil? Mais on peut très bien avoir la possibilité avec un livret de famille où il y a la mention père et mère, ou alors, quand on dit né d'eux, on fait appel au lien de sang. Quand on dit fille d'eux et d'eux ou fils d'eux et d'eux, ça peut être des parents qui n'ont pas mis au monde l'enfant. Et ça, je pense qu'il faut écouter les personnes qui sont vraiment dans ces situations. On ne peut pas laisser des situations de détresse parce qu'à un moment donné, on est rigide sur le mariage. Aujourd'hui, oui, elle est institutionnelle, mais il faut arrêter de faire des idées, une espèce de fantasme dessus où aucune évolution n'est possible. Voilà, il faut séparer. Le mariage est encore une fois, pour nous, une affaire d'adultes. C'est une affaire d'adultes responsables qui se marient dans le cadre de la loi, dans le respect de la loi. Donc si aujourd'hui on défend la possibilité, et ça nous on le défend parce qu'on pense que c'est utile socialement que ces personnes aient le droit de se marier, eh bien ça s'inscrira dans les cadres des limites posées par la loi.
Merci Mariage Madame à 3 ou Connet. Je 4. vous remercie beaucoup d'être venue On n'a cet pas eu une après-midi. réponse sur le mariage à 3 ou à 4. Je vous laisse 2 minutes. Fantasme. Voilà. S'il vous plaît, s'il Des vous plaît. mariages à 3, mais il y a des ménages à 3, on le sait. Vous Bon. le savez, il y a Mais- des enfants qui Mesdames sortent et de messieurs, maison. je vous remercie de bien vouloir patienter quelques minutes avant que nous reprenions nos travaux avec de nouveaux intervenants. Merci beaucoup d'être venus cet après-midi.